cette sortie du capitaine président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré? Docteur Yamtimba. Ah, vous avez dit ici? Non, à vous. À vous, désolé. Ok, oui. Ben, écoutez, je pense que le capitaine, il reste droit dans ses bottes et il fait le même appel à son peuple, il mobilise les troupes. C'est un soldat. Oui. C'est vraiment un soldat, c'est un officier qui mobilise ses troupes en permanence, qui maintient le moral, qui encourage et qui, en tant que chef d'État, veille à apporter le maximum qu'il peut, que le pays peut à son armée. La question de la souveraineté et de la liberté en Afrique, compte tenu justement du contexte géopolitique dont nous parlions précédemment, n'est plus une question individuelle, n'est plus une question d'un État. D'un État particulièrement. Non, en particulier, ce n'est plus possible. D'ailleurs que, fondamentalement, l'Occident, l'Europe nous a défait ensemble, nous devrions nous relever ensemble. Parce que quand ils ont fondu sur nous, que ce soit pour la traite négrière ou que ce soit pour la colonisation et le néocolonialisme aujourd'hui, ils l'ont fait en un front uni. Et ils sont donc assez forts comme ça pour pouvoir s'assurer que personne ne relève les mains. Et vous voyez que pendant qu'ils sont dans cette union, ils s'assurent que nous sommes le plus divisés possible. Et je crois que c'est ce que Haïti est en train de dire, et je crois que c'est ce qui vous préoccupait précédemment. Il est évident qu'aujourd'hui, le Burkina Faso ne peut pas assurer sa sécurité tout seul. C'est impossible. L'AES n'y parviendra pas forcément. Ils peuvent tenir, essayer, mais ça reste encore très petit. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on a 2 millions, presque 3 millions de kilomètres carrés de superficie qu'on est puissant. Ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'aucun de ces pays ne fabrique des armes, aucun de ces pays n'a de puissance économique, aucun de ces pays n'a l'autosuffisance alimentaire, aucun de ces pays n'a le contrôle sur l'essentiel des formations techniques, scientifiques et des sciences humaines et sociales nécessaires pour la conduite de leurs affaires et de leur sécurité, parce qu'aucun de ces pays, même l'AES réunie, n'a la capacité aujourd'hui de surveiller de façon efficace son territoire. Quand nous prenons en considération tous ces paramètres, eh bien, je crois que l'unité de l'Afrique, l'appel à l'unité de l'Afrique n'a jamais été aussi pressant. N'a jamais été aussi pressant. Et nous devons donc, dans tous les cas, travailler à ce que l'Afrique s'unisse. Naturellement, dénoncer les risques, c'est le travail d'un chef d'État. Il y a tel risque, mais surtout travailler à formuler et à implémenter des réponses à ces risques-là. Il le fait à son niveau. On voit des projets quand même qui sont... Des choses qui sont là, qui sont faites de façon concrète. Des résultats sont sur le terrain, sur le plan sécuritaire, etc. Mais en même temps, la base sécuritaire de l'Afrique ne pourra pas être assurée de façon durable grâce à une aide ou un appui extérieur. C'est aux Africains de construire les outils pour consolider cette base-là. D'abord la construire, l'étendre jusqu'aux limites du continent et s'assurer d'avoir les moyens de la maintenir. Et cette base sécuritaire est essentiellement fondée sur l'industrie. La Russie ne fait pas échec aux 44 pays de l'OTAN en Ukraine parce que la Russie a beaucoup d'amis. Mais c'est parce qu'elle peut produire des orechniks. C'est pour ça. Il n'y a pas une autre raison. À partir du moment où on a dit ça, la question devient quelle industrie de l'armement avons-nous au Burkina? Quelle industrie de l'armement avons-nous dans l'AES? Quelle industrie de l'armement avons-nous en Afrique? Et l'industrie de l'armement, attention, pour produire même un simple fusil, c'est un conglomérat d'industries. C'est pour cette raison que le complexe militaro-industriel aux États-Unis est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce complexe militaro-industriel qui a relancé l'industrie russe lorsque Poutine est arrivé au pouvoir. Parce que ça prend
dans tous les domaines, et ça permet donc de faire vivre et de relever tous les autres facteurs. Mais il faut qu'à terme, dans une planification très fine, on arrive à autonomiser les industries pour que le complexe militaro-industriel ne devienne pas un ogre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une économie organisée pour fournir uniquement le complexe militaro-industriel. Sinon, vous risquez de devenir un pays belliqueux. C'est ce que les États-Unis sont devenus. Donc, vous devez avoir un complexe militaro-industriel qui a la capacité de porter. C'est ça qu'on appelle les industries structurantes, en fait. C'est de porter donc d'autres secteurs. Et ces secteurs-là vont à terme s'autonomiser. Vous pouvez, pour l'armée, vous devez avoir du textile. Il faut habiller l'armée. Il y a des chaussures, il y a toutes ces choses, des accessoires, les ceintures, les boutons. Vous voyez que c'est différentes industries. Pour les véhicules de l'armée, vous avez tout ce qui est lié au caoutchouc, vous avez tout ce qui est métallurgie, vous avez tout ce qui est électronique, vous avez les télécoms, vous avez beaucoup d'autres choses. Donc, vous avez tout ça. Et pour les armes, vous avez la chimie, la physique, vous avez beaucoup de choses. Donc, au fond, une industrie, la sécurité ne peut pas être faite autrement que si vous avez ça. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette base industrielle qui vous donne les moyens de construire les armes grâce auxquelles vous pouvez vous protéger, vous ne pouvez pas vous protéger pour assurer votre sécurité. Et à côté, vous devez avoir un travail de recherche, la formation, l'éducation, une formation de qualité pour être capable, comme l'Iran et l'AES, c'est à peu près la même population, autour de 100 millions. Mais l'Iran a fait 454 000 ingénieurs l'année dernière. Je ne suis pas sûr que l'AES en a fait 5 000. Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, vous voyez que pour produire tout ce que l'Iran peut produire et se protéger aujourd'hui, il lui faut énormément d'ingénieurs. Si vous avez 454 000 ingénieurs, vous avez combien de scientifiques? Vous avez combien d'étudiants? Et je vous coupe pas, mais on rappelle peut-être dans ce sens qu'il y a des échanges de formation, effectivement, dans ce sens, formation des ingénieurs. On voit des étudiants, des jeunes, entre autres burkinabés, si je prends le cas du Burkina Faso, aller se former du côté de la Russie, en tout cas. Oui, il faut que ce soit ça encore, ce n'est que pour construire la base à partir de laquelle on va faire vivre. Parce que votre développement, et pire encore, votre industrie, votre sécurité ne peut pas dépendre de quelques bourses d'études. Vous devez former des gens qui reviennent et qui eux, bien sûr, doivent être des formateurs. En fait, vous formez, on appelle ça la formation des formateurs. Il y a des formateurs que vous formez qui viennent donc et qui vont former localement. Donc, mais ça pose un problème de ressources à ce moment-là. L'AES, c'est autour de 65-70 milliards de dollars de PIB, 75 milliards de dollars de PIB à peu près. Si vous avez 75 milliards de dollars de PIB, c'est beaucoup et très peu. Parce que vous avez 3,5 millions de kilomètres carrés, il faut nourrir à peu près 80 millions d'habitants, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut que vous puissiez les soigner, il faut que vous puissiez les loger. Tout de suite, vous vous rendez compte que 75 milliards de dollars, ce n'est pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à la fois de nouvelles techniques telles que celles que nous avons présentées ici tout à l'heure parlant de la CEMAC, mais il faut également, étendre cela. Parce que le terrorisme, ce qu'ils appellent le terrorisme, le mercenariat international qu'il y a par exemple dans la zone du Sahel, est tel que les trois armées de la Confédération, au fond, elles sont extrêmement efficaces, elles sont aujourd'hui des armées déterminées, c'est pour ça qu'on a des résultats, mais sur le long terme, est-ce que ces armées peuvent tenir ? Parce qu'il s'agit aussi de faire de la projection des capacités de ces armées-là. Si ces armées pompent l'essentiel des ressources des pays, on ne pourra pas former. On ne pourra pas former. On ne pourra pas nourrir, on ne pourra pas éduquer, on ne pourra pas vêtir, on ne pourra pas soigner. Donc il faut créer des conditions telles que l'armée ne pompe pas l'essentiel des ressources des pays. Et que l'armée devienne également une industrie. C'est pour ça que l'industrie de base, c'est le complexe, parler de complexe militaro-industriel, c'est important. Et ça permet donc à l'armée de participer au PIB. Parce que si vous imaginez l'État comme une sorte de grande entreprise, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Mais si vous l'imaginez l'État tel que les Français l'ont appris ici, là, dans la brousse de la CEMAC, vous ne pouvez pas imaginer que l'armée puisse être productive. Mais si vous l'imaginez autrement,
Dans les pays comme l'Égypte, l'armée, c'est une grosse industrie, aux États-Unis, un peu partout. Vous comprenez fort bien que, en réalité, vous faites de l'armée un outil qui à la fois pompera forcément beaucoup de ressources, mais en produira devra en produire davantage. Et le capitaine, dans ce qu'il dit, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'on a un problème. Et ce problème, il faut trouver les solutions. Ouais. Et les solutions à ce problème-là sont des solutions systémiques. Ce n'est pas des solutions de quelques petites réformes. Ce n'est pas parce que vous allez importer... Vous n'avez pas passé votre vie à importer de l'armement. Ceux qui les produisent peuvent être confrontés à un certain nombre de problèmes et vous ne livrent pas. Tout à fait. Et vous pouvez vous retrouver, la situation géopolitique peut changer. Vous faites comment? Effectivement. Donc, il est important aujourd'hui de créer cela. Et le meilleur moyen de le faire, c'est par exemple d'avoir les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Vous aurez 450 millions d'habitants. Vous aurez un PIB de l'ordre de 1200 milliards de dollars. Oui. À ce moment-là, vous pouvez atteindre ce qu'on appelle le seuil critique en termes de... Et vous réorganisez la... Si vous avez 450 millions d'habitants, le minimum, c'est de pouvoir faire ou donner un programme sur 10 ans pour que vous atteigniez 500 000 ingénieurs là. Parce que si vous n'avez pas autant d'ingénieurs et autant de techniciens, de scientifiques à côté, vous ne pouvez pas développer votre pays. Il ne faut pas vous tromper. Et vous ne pouvez pas vous défendre. C'est impossible. Et la première chose en matière de défense, ce n'est pas l'armée. La première chose en matière de sécurité nationale, c'est que les gens aient à manger. Il faut que les gens mangent. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien les actions que mène ce capitaine, parce que vous avez bien vu qu'il parle tout le temps de l'armée, mais il va quand même dire, allez faire de l'agriculture. Oui. Parce que et c'est ce que Sankara a fait. Oui. C'est ce que Sankara, en 4 ans, le Burkina était devenu autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc, si les gens ont de quoi manger, vous pouvez être sûr que, parce que on dit la bouche qui mange ne parle pas. Et on dit que le qui a un ventre affamé n'a point d'oreille. Là, on aura donc des ventres pleins qui auront des oreilles. Les gens pourront écouter et les gens pourront travailler dur pour changer leur situation. Et avoir cette force de défendre. Mais bien sûr, parce qu'ils se diront, mais nous sommes dans un pays qui nous apporte, qui nous permet de vivre convenablement. Donc, à partir du pays, nous devons défendre ça. Et c'est ça. Et si vous commencez dans ces extensions, l'Afrique de l'Ouest, les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, les prédateurs extérieurs auront peur de vous. Tout à fait. Vous croyez que le lion s'attaque aux zébus? Vous croyez que le lion s'attaque à... comment s'appelle cet animal qui a... Non, pas le buffle. Qui a l'espèce de... qui a une grosse corne comme ça, là. Le rhinocéros. Le lion ne peut pas s'attaquer au rhinocéros. Trop gros pour qu'on s'attaque à lui. Trop gros. Et donc, du coup, je le dis toujours, nous sommes des animaux. Nous pensons là que comme nous avons les roues, nous avons les caméras là et tout ça, nous ne sommes plus les animaux. Non, observez la nature. À chaque fois que vous observez la nature, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de stratégies qu'on peut mettre en place. Le seul moyen pour les lions de manger du buffle, c'est de l'attaquer en meute. C'est le seul moyen. Mais dire qu'une famille, parce que le lion marche souvent, monsieur et madame, vont aller s'attaquer à un buffle, ça n'arrivera pas. Ce d'autant plus que c'est la femelle qui chasse. Le mâle ne chasse pas. Donc nous devons comprendre que ce qui se passe, ce que le capitaine dit, c'est beaucoup plus dans le sens vraiment d'interpeller les Africains à comprendre qu'on a un problème et ce problème ne peut être résolu que collectivement. Mais que nos armées sachent, toutes les armées africaines qui sont loyales et celles qui vont dans le sens de la préservation ou du combat pour notre liberté et notre souveraineté, qu'elles reçoivent ici nos encouragements et nos remerciements. Merci.